À l'aune de l'actualité, le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie de prestation de serment de 2500 jeunes diplômés du 14e contingent du programme de stage de formation professionnelle de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Le chef de gouvernement leur a demandé d'apporter leur contribution dans la construction du Malikura. Le Premier ministre et 3 autres membres du gouvernement viennent d'être décorés de la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Lors de la cérémonie, 20 autres personnalités ont été distinguées en raison de leur mérite. Bientôt, une vaste campagne de libération des lits des cours d'eau va démarrer. C'est pour prévenir des inondations lors des saisons pluvieuses. Une commission vient d'être mise en place à cet effet. Et il était humble, gentil et très sociable. Maurice Oumano, animateur à l'ORTM à la retraite, nous a quittés ce jeudi à l'âge de 73 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi après-midi, le parcours de l'homme en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous, le développement dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. À l'ouverture de cette édition, prestation de serment de 2500 jeunes diplômés stagiaires du 14e contingent du programme de stage de formation professionnelle de l'Agence pour la promotion des jeunes, APEJ. C'était ce matin au Centre international des conférences de Bamako. Ils se sont engagés à mettre à la disposition des services de l'État, des institutions consulaires, des organisations fêtières et des ONG leur qualité intellectuelle et morale. Le Premier ministre, qui a présidé la cérémonie, leur a demandé d'apporter leur contribution à la construction de la nation avec rigueur, dévouement et patriotisme. Les temps forts avec Marie Koné et Aloutouri. Je m'engage. Par ce serment, 2500 jeunes diplômés, une première au Mali, s'engagent à servir la nation. 500 les années précédentes, ils sont 2500 jeunes diplômés sur instruction du président de la transition à s'engager au compte du 14e contingent du programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. La cérémonie d'engagement est présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président du 13e contingent passe le fanion au président du 14e contingent qui le présente ensuite au chef du gouvernement. Nous sommes 2500 à avoir été sélectionnés parmi plus de 15 000 postulants. Nos vifs et chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Des conventions de placement des stagiaires sont ensuite signées entre l'APEJ, la PECAM et la FENASCOM, représentant les autres organisations consulaires et fêtières dont la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le chef de file des partenaires stratégiques de l'APEJ a exprimé sa gratitude au gouvernement pour la marque d'attention à la jeunesse malienne. Depuis le premier programme de stage, ce partenariat qui lie les structures de partenaires du programme de l'APEJ a permis la formation d'encadrement de près de 50 000 jeunes. Un nombre important de ces jeunes ont été insérés dans différents secteurs de l'économie. Les partenaires stratégiques de l'APEJ sont engagés aux côtés du gouvernement pour permettre à l'ensemble des jeunes bénéficiaires de ce programme à se perfectionner dans leur profil et d'acquérir des connaissances leur permettant une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle est revenu sur le processus de sélection qui s'est déroulé dans la transparence. Plus de 15 000 jeunes diplômés ont postulé et 2500 ont été retenus, dont 1550 femmes. Ils seront répartis entre les régions et le district de Bamako et auront une première opportunité professionnelle. L'engagement du gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président hors pair, chef de l'État, et sous votre autorité s'articule autour de plusieurs priorités, dont l'objectif principal est d'assurer la sécurité et le développement économique, social et culturel. L'axe emploi, éducation et formation vise à soutenir le développement de nos atouts économiques et à créer et offrir de nouvelles opportunités à nos jeunes. La mise en place de ce nouveau contingent était un engagement que le président de la transition avait pris ici même le 13 janvier 2025. Je félicite à cet égard Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national,
de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués pour avoir œuvré aux côtés du président de la transition à la concrétisation de cette promesse, mais surtout en ayant emprunté un rythme digne des forces spéciales. La jeunesse est au cœur des priorités de la transition. Tous les axes stratégiques de l'action gouvernementale ont un impact direct sur la formation, l'épanouissement et la compétitivité des jeunes. Vous êtes la force de traction de notre nation. Vous représentez non seulement l'avenir, mais aussi le présent. Et suivant ce constat, et à juste raison, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a conditionné la réussite de sa mission à l'engagement et à la mobilisation de la jeunesse. C'est à vous qu'il revient de transformer le potentiel et les opportunités de notre pays en richesse économique pour améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. C'est pourquoi j'invite les membres du gouvernement à examiner avec la plus grande attention les préoccupations des jeunes. Le Premier ministre a rappelé la place que la jeunesse occupe dans les importants changements sociaux intervenus dans notre pays. Il s'est ensuite adressé aux stagiaires du 14e contingent. Vous avez une noble mission à remplir, vous devez l'assumer jusqu'au bout. Vous avez été sélectionné pour servir notre pays pendant 12 mois au sein des services publics, des organisations professionnelles et des ONG. Comme tout Malien, vous avez le devoir d'apporter votre contribution à la construction de notre nation. Vous prenez aujourd'hui, devant les Maliennes et les Maliens, l'engagement solennel de servir le Mali. Faites-le avec rigueur, faites-le avec dévouement et patriotisme. Dans l'esprit du nouveau Mali, le Mali croit, j'instruis l'ensemble des services d'accueil, qu'il s'agisse des administrations publiques, des ONG ou du secteur privé, de veiller au strict respect de la charte du stage, notamment à travers un encadrement exemplaire, une formation de qualité et un suivi rigoureux, pouvant aboutir, pour certains d'entre vous, je l'espère, à une insertion professionnelle durable. De 2004 à ces jours, 53 236 jeunes diplômés ont bénéficié du programme de stage de formation professionnelle pour un coût total de 13 milliards de francs CFA financé par l'État malien. Plus de 12 000 jeunes ont été également placés en stage de qualification dans les entreprises privées. Nous restons avec le Premier ministre qui a été décoré hier de la médaille d'honneur de l'administration du territoire au nom du président de la transition. Ont également été décorés au même titre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, celui de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et de soutien au processus électoral. Nous restons avec Mamari Koné et Alou Touré. La reconnaissance de l'État envers ses serviteurs émérites. 2 ans après la promulgation des textes de la réorganisation administrative et territoriale, le président de la transition attribue la médaille d'honneur de l'administration du territoire à 166 récipiendaires au titre de l'année 2024. La cérémonie du jour concerne 25 personnes et se déroule en 2 séquences. Première séquence, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, le ministre en charge du tourisme Mahmoud Afé et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral Mamani Nassiré reçoivent des mains du grand chancelier des ordres nationaux la médaille d'honneur de l'administration du territoire au nom du président de la transition. Deuxième séquence de la cérémonie, 20 autres personnes sont décorées par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La médaille d'honneur de l'administration du territoire, au-delà de son caractère symbolique, est l'expression de la reconnaissance des parcours remarquables et des sacrifices consentis par les récipiendaires et vise à honorer les agents qui se distinguent par leur exemplarité, leur engagement et leur abnégation pour le service public. Cette distinction exprime également la volonté des plus hautes autorités à récompenser les agents les plus méritants de notre pays pour encourager les autres à redoubler d'efforts pour mieux répondre aux préoccupations de nos concitoyens pour la satisfaction desquelles nous sommes tous commis en tant qu'agents publics. Les récipiendaires sont des membres des institutions de la République, des fonctionnaires en activité dans les services du ministère de l'administration territoriale et des retraités et d'éminentes personnalités qui ont rendu des services exceptionnels à l'administration du territoire. D'autres sont décorés à titre posthume. En vous attribuant la médaille d'honneur de l'administration du territoire, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, magnifie vos parcours exceptionnels. Le choix porté sur vous, chers récipiendaires, n'est pas le fruit du hasard et magnifie la reconnaissance de votre brillant parcours
votre disponibilité et votre conscience professionnelle que nous avons tenu à mettre à l'honneur. Aux récipiendaires à titre posthume et à l'ensemble des victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur au Mali et dans l'espace de la Confédération AES, je voudrais rendre un vibrant hommage et prier pour le repos de leurs âmes. Le porte-parole des récipiendaires, non moins ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, a promis que les récipiendaires resteront de bons exemples afin d'inspirer les générations futures. En nous octroyant cette médaille, la symbolique veut dire que le peuple souverain du Mali sait reconnaître les hommes et les femmes qui se sont engagés pour la défense de la patrie, son développement et son rayonnement, qui se concrétisent chaque jour sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans la vie d'un homme, des événements pareils peuvent se passer une fois dans la vie. Alors là aussi, il a fallu peut-être que la chefferie traditionnelle au Mali sorte de sa léthargie pour que nous soyons présents cet après-midi ici et bénéficier d'une telle médaille. Bien que mon père ne soit plus parmi nous, il demeure un modèle de courage, de dévouement et de bienveillance. Sa force tranquille, sa sagesse et son amour pour sa famille et ses proches ne seront jamais oubliés. Notons que la médaille d'honneur de l'administration du territoire a été instituée en août 2023 par un décret présidentiel. Des inondations ont été enregistrées lors de la saison des pluies passées. Selon les constats, les occupations illicites des lits des cours d'eau font partie des causes de ces catastrophes. Afin de prévenir de tels drames, une vaste opération de libération des lits des cours d'eau dans le district de Bamako va démarrer bientôt. À cet effet, une commission nationale a été mise en place par le ministère en charge de l'urbanisme. Pour plus d'informations, le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat était face à la presse. Un point de presse suivi par Aldjumatina et Djilimakan Diabati. Les activités de libération des servitudes et lits des cours d'eau non flottables dans le district de Bamako vont bientôt démarrer. Compte tenu des inondations dévastatrices qu'a connues le pays, surtout l'année dernière, le département en charge de l'urbanisme va passer à l'action pour libérer les servitudes et lits des marigots avant le début du prochain hivernage. C'est l'information majeure livrée lors de cette rencontre avec les hommes des médias. Les occupations illicites des domaines publics et privés de l'État sont devenues un phénomène courant dans notre pays. Elles ont atteint des proportions inquiétantes. Face à cette situation douloureuse, les plus hautes autorités du Mali ont instruit au département technique de rechercher et de circonscrire les causes. C'est ainsi qu'il a été créé une commission nationale de libération des servitudes et lits des marigots dans le district de Bamako. 5 sous-commissions ont été mises en place. Il s'agit de la commission communication sensibilisation, la sous-commission balisage, identification, collecte et actualisation des données, la sous-commission 3 qui s'occupe de la gestion des questions sociales, la sous-commission 4, la démolition, et enfin la sous-commission 5 qui est chargée des questions juridiques. Le conférencier, dans ses explications, souligne que le domaine public immobilier est inaliénable, imprescriptible et insaisissable, conformément à la loi domaniale. Quant à certains journalistes, ils ont voulu savoir qu'est-ce que l'État va faire aux espaces qui seront libérés. Ensuite, le sort des occupants ou encore s'il y a une stratégie de dédommagement des occupants illicites. Toutes ces occupations, dans le temps, ont fait l'objet d'évaluation. Les investissements qui sont réalisés dans la servitude ont été évalués et les coûts sont dégagés. Et après la libération, c'est des grands collecteurs qui vont être aménagés avec des espaces de jeux, de loisirs le long du collecteur, des espaces aménagés également pour les piétons et même pour les cyclistes. Le ministère de l'économie et des finances a déjà notifié un montant au département de l'urbanisme et de l'habitat pour gérer beaucoup de cas. Je peux parler du coût de la démolition, c'est un montant qui a été déjà notifié. Pour les occupants, ceux qui occupent, il y a également des mesures d'accompagnement pour ces occupants. Parce qu'on a compris que souvent, c'est les locataires qui sont à l'intérieur de ces constructions. Ce n'est pas seulement les propriétaires, souvent c'est les locataires qui sont là. Donc il y a des mesures d'accompagnement
qui seront donnés à ces occupants pour les permettre de se loger au minimum 3 mois avant qu'ils ne sourcent d'autres occupations. En plus, les occupants également, ce n'est pas normal parce que c'est une occupation du domaine public, c'est une occupation illicite. Normalement, dans les textes, ils doivent démolir à leurs frais et ramasser les gravats du site. C'est ce que les textes prévoient. Mais pour des mesures d'accompagnement, le ministère des Finances programmé près de 3 milliards pour ceux qui seront concernés. L'opération de libération des servitudes et lits des cours d'eau des communes du district de Bamako va incessamment débuter selon le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat qui estime que les principales causes des inondations et autres catastrophes sont dues en grande partie par cette pratique illicite. Et la Grande Mosquée de Bamako bénéficie désormais d'un système solaire. Cet équipement d'une valeur de 90 millions de francs CFA offert par Mandé Solaire Day au gouvernement du Mali. Reportage à Daouda Koné. Ils étaient plusieurs fidèles à assister après la prière du vendredi à la cérémonie d'inauguration du système solaire installé à la grande mosquée Roi Faisal bin Abdul Aziz de Bamako. Ce projet est la concrétisation d'une promesse tenue par les responsables de l'entreprise Mandé Solaire Day. Ce système a coûté 90 millions de francs CFA aux donateurs. Ce système énergétique alliant l'art géométrique arabe et la technologie chinoise est la première graine verte que Mandé Solaire Day sème au Mali. Il prouve au monde que l'énergie propre peut à la fois préserver la pureté spirituelle et éclairer l'espoir populaire. C'est la grande satisfaction et les familles touristes vraiment sont contentes. Et les familles fondatrices vraiment remercient beaucoup les autorités de la transition. Le système est composé de 5 convertisseurs hybrides de dernière génération pour un total de 125 kVA, 25 batteries haute tension pour un total de 125 kWh et un champ de 336 panneaux pour un total en puissance de 112,6 kWh. Les plus hautes autorités nous ont indiqué cette année, c'est-à-dire qu'à commencer par le président de la transition, le général Assimi Goïta, et le chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, ils nous ont instruits de tout mettre en œuvre pour que les Maliens puissent passer un mois de Ramadan relativement paisible, en améliorant considérablement la desserte. Ce genre d'action, en offrant des panneaux solaires à la grande mosquée, participe à cette idée aussi de soulager les musulmans pendant le mois de Ramadan. Au dire des techniciens, cette installation offre une autonomie entière et complète à la grande mosquée Roi Faisal bin Abdul Aziz de Bamako. Et cette action humanitaire de l'amicale des femmes travailleuses de l'INPS à l'endroit des femmes travailleuses démunies, des religieux et des pupilles de la nation et des personnes vivant avec des maladies rares, des vivres ont été remis dans ce sens. Reportage à l'Océanie Touré. Les 200 kits alimentaires sont destinés aux travailleurs nécessiteux, aux personnes victimes de maladies rares et aux pupilles de la nation. Quant au riz, mil et sucre, ils sont destinés aux fêtières religieuses, musulmans, chrétiens catholiques et chrétiens protestants, soit 36 tonnes composées de 12 tonnes pour les musulmans, autant pour les catholiques et les protestants. En plus, chaque personne recevra 5 litres d'huile et 5 kilos de sucre. Cette année, la célébration de la journée du 8 mars coïncide avec le mois sacré du Ramadan et à cette occasion, l'amicale a choisi de marquer l'événement en distribuant des kits alimentaires aux personnes démunies de l'ANAM, de la DNDS, des personnes vivant avec des maladies rares et les pupilles. Ces kits sont composés de sucre, de pâtes alimentaires, de riz, d'huile, de Lipton, de dattes qui seront distribués à plus de 500 personnes. L'opération Sunkalo Solidarité est une initiative du chef de l'État. Elle a été lancée le 5 mars dernier par le Premier ministre et se poursuit à travers le pays. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi a un double symbole. Il s'agit de la manifestation de la solidarité de l'amicale des femmes de l'Institut national de prévoyance sociale envers les plus démunis.
à travers la distribution de 200 kits alimentaires et de soutien et mon département aux communautés religieuses en ces périodes de dévotion et de prière. L'opération Sunkalo Solidarité est la traduction d'une manifestation de solidarité à l'endroit des personnes dans le besoin, en particulier en cette période de jeûne combiné musulmans et chrétiens. Également dans ce 20h, atelier régional de validation de la stratégie régionale de l'irrigation au Sahel, un cadre qui a permis d'adopter de fortes recommandations lors du Forum de Dakar en 2013 sur la relance de l'irrigation au Sahel. L'objectif est de mettre en œuvre une stratégie qui aborde les défis, mais d'exploiter le potentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience dans les pays membres du SILS. Mamadou Fani. Les représentants des pays membres du SILS s'étaient réunis en 2013 à Dakar pour la relance de l'irrigation dans les pays du Sahel avec le soutien de la Banque mondiale. Plus de 10 ans après la mise en œuvre des recommandations issues de ce forum, les experts des pays membres du SILS se retrouvent à Bamako pour faire une évaluation des grandes décisions avant le prochain forum de Dakar prévu au mois d'avril prochain. Le Sahel, faut-il le rappeler, est l'une des régions les plus vulnérables au monde face au changement climatique. Toutefois, les ressources en eau dans la région constituent une de ses plus grandes opportunités de résilience et de souveraineté alimentaire, mais restent malheureusement fortement sous-exploitées. La région sahélienne dispose de ressources en eau renouvelables totales annuelles de près de 280 milliards de mètres cubes pour une valorisation inférieure à 10%. Nous sommes partenaires dans cette initiative visant à transformer le paysage agricole de cette région à travers des innovations et des investissements ciblés. La production agricole dans les pays du Sahel est fortement tributaire de la pluviométrie. Une stratégie régionale de l'irrigation permettra d'atténuer les difficultés. L'opérationnalisation de la déclaration de Dakar à travers le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, en abrégé Paris, a permis de contribuer à l'atteinte des objectifs globaux de notre agriculture, notamment avec le rattachement de Paris-Mali à l'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation du ministère de l'Agriculture. Cet atelier régional de 2 jours est une aubaine au regard des défis du Sahel, car il s'agit de renforcer la production agricole des pays du SILS. Et les acteurs en charge de l'environnement sont réunis à Bamako. Ils examinent et valident la stratégie nationale sécurité climatique du Mali et son plan d'action, un document qui va renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre le phénomène. Reportage à Sokona Misoko. C'est un document majeur passé à la loupe par les acteurs en charge de l'environnement. Il s'agit du rapport d'étude sur la stratégie nationale de sécurité climatique du Mali et son plan d'action. La finalité de l'exercice est de valider le rapport avant son opérationnalisation. Cette stratégie nationale de sécurité climatique vise à établir une approche intégrée et concertée pour mieux anticiper, atténuer et répondre aux impacts du climat sur la sécurité et la stabilité sociale. L'opérationnalisation de cette stratégie nationale doit permettre de relever les défis liés à la sécurité climatique et de mettre en place des stratégies et outils pour mieux combattre le phénomène. Depuis quelques années, l'autorité de l'Iptako-Gourma s'est fortement engagée dans la lutte contre le changement climatique qui provoque de graves atteintes à la vie des communautés déjà vulnérables à travers des programmes et projets structurants pour le renforcement de la résilience des communautés. C'est ainsi qu'avec l'appui du PNUD, l'ALG a entamé un processus d'élaboration d'une stratégie régionale sur le triple nexus dans les 3 États de l'Iptako-Gourma. Cependant, cette stratégie régionale est tributaire des stratégies nationales avec des plans d'action que tous nos États sont en train d'élaborer en ce moment. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Royaume de Belgique au Mali réitèrent leur soutien au Mali dans ce processus. Je voudrais vous rassurer que le PNUD continuera son accompagnement pour l'opérationnalisation effective de cette stratégie, plus spécifiquement sur les questions liées au financement qui demeurent un grand défi pour la mise en œuvre de son plan d'action.
un plaidoyer accentué en faveur de la mobilisation des ressources internes et externes est plus que nécessaire. Nous voudrions encourager le ministère à poursuivre ses efforts de mobilisation des ressources internes et externes afin de mettre en œuvre la stratégie nationale et son plan d'action. Après sa validation, le rapport d'étude sur la stratégie nationale de sécurité climatique du Mali sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Le lundi, très tôt le matin, une forte pluie s'est abattue sur Sikasso et environ. Si la précipitation a atténué la forte chaleur d'un côté, et de l'autre côté, elle a créé la désolation chez les producteurs de pommes de terre et les maraîchers. Une mission des services techniques de l'agriculture s'est rendue sur le terrain pour constater les dégâts. Compte rendu, Sékou Konaté et Taourou Konaté. C'est aux environs de 5 heures du matin, ce lundi 10 mars, que les premières gouttes de pluie sont tombées sur Sikasso. Pendant plus d'une heure, des cordes tombaient et le réveil devient alors brutal pour les producteurs de pommes de terre en pleine récolte et les maraîchers qui ont découvert des parcelles submergées. Nous sommes ici, dans le village de Ngorodougou, à une dizaine de kilomètres de Sikasso. Là, les dégâts sont considérables. La superficie, c'est 573 global. Mais la partie qui est sinistrée, c'est 300 et quelques. La pluie là, vraiment, ça nous a dépassé. Les pommes de terre sont tous pourries. Nous demandons le soutien de l'autorité. La plaine de Zianso, à quelques kilomètres de là, présente la même physionomie. Les dégâts sont importants. Près de 3000 sacs de carottes sont perdus. C'est des milliers de sacs. Des milliers. À peu près 2000 à 3000 sacs. C'est trop. La mission consistait à avoir des visées, les dégâts causés par endroit et après évaluer, dresser la liste des producteurs victimes. Des producteurs désemparés tentent alors de sauver ce qui peut encore l'être, tout en comptant sur les pouvoirs publics. La pluviométrie, c'est autour de 37 mm. Tombé le 10 mars. Mais à partir du constat, c'est que l'eau est venue de très loin. De très loin, et c'est ce qui a causé ces dégâts-là. Certes, la pluie au mois de mars à Sikasso n'est pas un phénomène rare, mais déverser une telle quantité relève du dérèglement climatique, au dire des spécialistes de la météo. Et le phénomène peut s'étendre jusqu'au 16 mars, toujours selon la météo. Renforcement de la coopération entre le Mali et l'Allemagne à travers cette aide humanitaire dans le domaine comme la sécurité alimentaire et la protection des populations affectées par des crises dans les régions de Gao et Mopti. Un financement de plus d'1,94 milliard de francs CFA dans le but d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations bénéficiaires. Reportage Boubacar Sankari et Djakalia Traoré. Le projet GEFO, aide humanitaire multisectorielle WOSH, sécurité alimentaire protection pour les populations affectées par les crises dans la région du Sahel central, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad, vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement par la construction et la réhabilitation de points d'eau, l'intégration de systèmes fonctionnant à l'énergie solaire et la fourniture de services de transport d'eau. Ce projet qui vient d'être lancé pour le compte de la région de Mopti et la région de Gao va réaliser plusieurs activités. Nous avons des activités de distribution du cash inconditionnel pour 2000 personnes à raison de 40 000 francs par bénéficiaire. Il y a aussi la réalisation des 14 points d'eau et 4 points d'eau au niveau des structures de santé. Il y a la réalisation des latrines publiques pour 3000 personnes au niveau des 2 régions et la distribution de 200 kits de dignité et 300 kits d'hygiène. Toutes ces activités seront réalisées dans un délai de 2 ans dans 10 villages des communes de Gounzouré, Bourem, Gao, Bamba et Temera dans la région de Gao et 5 villages des communes de Sokoura et Fakala dans la région de Mopti. Le projet aide humanitaire multisectorielle est une opportunité de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour amplifier les efforts déjà consentis par les plus hautes autorités du Mali. Financé à plus d'1,94 milliard de francs CFA par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères pour l'aide humanitaire, le projet GEFO est conjointement exécuté par Oxfam au Mali et les ONG nationales Stop Sahel pour la région de Gao et Action Mopti pour la région de Mopti.
La production céréalière de l'Office de développement rural de Sélingué pour la campagne 2024 est de plus de 73 000 tonnes contre 71 000 en 2023. Quant à la production de riz, elle est estimée à environ 29 000 tonnes. Ces chiffres ont été communiqués lors de la 30e session ordinaire de la structure. Mohamed Kayantao et Djeli Makandiabati sont nos envoyés spéciaux à Sélingué. L'Office de développement rural de Sélingué, ODRS, œuvre à la satisfaction des besoins alimentaires et nutritionnels de la population, ainsi qu'au développement économique et social. Ainsi, il supervise la gestion de 2 périmètres d'irrigation, dont celui de Sélingué, vaste de 1200 hectares. C'est là afin de contribuer à la réduction de la pauvreté au Mali. Cette année, nous comptons revaloriser et diversifier nos cultures, en fait, pour améliorer au moins l'autonomisation même du service en termes de revenus. La 30e session ordinaire du conseil d'administration de la structure qui se tient à Sélingué est donc une occasion d'évaluer la campagne agricole précédente et définir les perspectives. La production céréalière au titre de la campagne 2024 est de 73 385 tonnes contre 71 403 tonnes en 2023, soit une augmentation de 2,68%. La production du riz, tout système confondu, est de 28 738 tonnes. Nonobstant ces résultats probants, des contraintes ont entravé l'exécution de certaines de ces activités. La campagne agricole 2024 qui s'achève s'est déroulée dans des conditions marquées par un démarrage difficile des activités pluviométriques qui se sont améliorées à partir de la 3e décade du mois de juin. Au titre de la campagne agricole 2025, il est prévu une production de 88 997 tonnes de céréales, soit une augmentation de 2,13% par rapport à la campagne agricole 2024 qui était de 87 145 tonnes. La trentaine d'administrateurs est ainsi invitée à la rigueur afin de formuler des recommandations qui boostent la production agricole soutenue par la diffusion de la technologie du système de riziculture intensif. Une pratique qui consiste à produire le riz avec peu de semences, d'eau, d'engrais et sur un sol riche en matière organique bien aérée. Et le budget prévisionnel 2025 de l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Baba Touré ENI ABT s'élève à près de 2 745 millions de francs CFA. Ce montant vient d'être dévoilé lors de la 18e session du conseil d'administration de l'ENI. Compte rendu Fadema Keita. La 18e session du conseil d'administration de l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Baba Touré ENI ABT est voulue pour qu'elle réponde davantage aux attentes des autorités, parents et étudiants. C'est pourquoi les administrateurs conviés s'attellent à une analyse judicieuse et approfondie de la dizaine de documents soumis à leur appréciation. Au cours de la présente session, nos travaux porteront, après l'examen et l'adoption de l'ordre du jour, sur 1. Examen et adoption du procès verbal de la 17e session du conseil d'administration, adoption du contrat de performance de l'ENI ABT au titre de l'année académique 2025. Examen et adoption du budget prévisionnel 2025. Avec un budget de plus de 2 744 millions de francs CFA, en légère augmentation par rapport à l'année précédente, l'établissement public à caractère scientifique et technologique entend poursuivre les réalisations entamées. Les propositions et suggestions d'amélioration des conditions de travail doivent permettre au personnel de l'ENI ABT d'atteindre les missions à lui assignées. Au plan de la construction des infrastructures, en plus de nombreuses réalisations en 2024 sur les ressources propres, il a été finalisé le projet de construction d'un bâtiment qui va abriter le nouveau département créé. D'un coût de 414 millions de francs CFA, il sera de 3 nouveaux. Pour sa construction, l'école a prévu dans son budget 2025 un montant de 20 millions de francs CFA. L'ENI ABT, qui fête le 14 avril prochain ses 86 ans de loyaux service à la nation et à d'autres pays frères et amis, invite les 2305 étudiants, dont 450 femmes, à plus de rigueur pour qu'elles restent parmi les établissements élites de la sous-région.
Des chercheurs et des acteurs en charge de la labellisation des produits du terroir étaient en conclave pour discuter de la problématique de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle dans notre pays. L'objectif visé est de valider, mais aussi d'assainir le secteur de la pharmacopée traditionnelle. Reportage Inaba. Cette rencontre est initiée par le Centre malien de promotion de la propriété intellectuelle CEMAPI à l'endroit des chercheurs maliens. Elle a pour but de valider le dossier de labellisation des produits issus de la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Il s'agit justement de rassurer davantage la population locale qu'à travers ce projet de labellisation des produits issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, nous voulons davantage assurer la qualité de ces produits et faire en sorte que, comme nous l'avons dit, nous puissions assurer la couverture sanitaire sur l'ensemble du territoire avec des produits de qualité, des produits qui rassurent les consommateurs et qui surtout répondent à toutes les exigences en termes de qualité, en termes de normes. L'initiative de cette labellisation est de mettre en place un cadre professionnel car les produits certifiés seront identifiés par l'Institut national de recherche en médecine et la pharmacopée. Des informations sur les données de sécurité, efficacité et de qualité seront connues. L'État a obligation d'offrir la santé aux populations. Et c'est dans ce cadre-là que ce label vient contribuer à renforcer l'offre de soins à travers les médicaments traditionnels améliorés. Créé en 1968, l'Institut national de recherche en médecine et la pharmacopée mène des recherches appliquées à la science. Il s'appuie sur la science pour étudier les plantes au profit de la médecine traditionnelle. Fin de formation du certificat interarmes au centre Mohamed Ould Issa de Nara, une formation qui a permis aux sous-officiers de renforcer leurs capacités dans plusieurs modules, dont le sécurisme au combat et sécurité militaire. Idrissa Keita. 30 sous-officiers de différentes unités de l'armée de terre viennent de boucler un stage de formation de 3 mois au centre Mohamed Ould Issa de Nara. Un stage théorique et pratique en matière de tactique, de topographie, d'organisation du terrain et de camouflage, soutenu par des instructions sur le tir au combat, les mines, les explosifs, la transmission, entre autres. On a accueilli des connaissances sur le terrain, sur les chartes d'opération, et on a en mesure de les appliquer. Ils nous ont donné des niveaux qui nous permettent d'instruire dans les jours à venir. En tant que sous-officier, vous occupez une place essentielle dans votre institution. Vous êtes le lien indispensable entre les soldats et les officiers. Après avoir obtenu leur certificat interarmes CIA, ces sous-officiers sont prêts à affronter les défis en tout temps et en tout lieu, là où la situation le recommande. Cette formation, à l'instar des brevets d'armes et des certificats d'aptitude technique et leur tenue régulière, sont une illustration parfaite et une preuve réelle parmi tant d'autres de la volonté manifeste de ces autorités à doter notre armée de potentiel humain efficace sur le terrain, bien formé, bien équipé et suffisamment préparé pour faire face aux défis sécuritaires et ses corollaires qui sévissent. Le directeur du centre Mohamed Ould Issa a enfin invité les récipiendaires à faire preuve d'amour, de patriotisme et de don de soi pour mener à bien les missions qui leur seront confiées. La délégation spéciale du Conseil régional de Gao a effectué une visite à la station régionale de ORTM Gao. Objectif, s'enquérir de l'état des lieux de la station afin d'améliorer son fonctionnement. Compte rendu, Sambaré Aïdara et Youssouf Samaki. La visibilité des actions de développement de la 7e région passera forcément par une bonne communication. C'est tout le sens de cette visite de la délégation spéciale du Conseil régional à la station régionale de l'ORTM Gao. Le Conseil régional, c'est la porte d'entrée de toutes les actions de développement. Et les actions de développement ne peuvent être visibles à travers la région qu'avec l'ORTM. Donc c'est notre souci, effectivement, que l'ORTM soit mise sur pied, à l'image des autres stations à travers la République. Je constate que c'est l'un des services qui n'ont pas bénéficié de réhabilitation. Tout est délabré à cette station régionale. C'est le lieu pour moi de féliciter le directeur et ses agents. Quand des gens travaillent dans des conditions dans lesquelles nous avons vu,
Alors là, j'avoue qu'ils sont à féliciter les agents qui travaillent. Leur matériel est vétuste, les locaux sont vétustes. Moi, je dis que tout est à revoir ici. À noter que dans les jours et semaines à venir, d'autres partenaires et responsables sont annoncés pour s'enquérir des conditions de travail des soldats de la communication de la station régionale de Gao. La rupture collective Sungalo Solidarité a fait escale en commune 3 du district de Bamako au 12e jour du mois béni de Ramadan. Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a participé à la rupture collective et a profité pour échanger avec les forces vives de la commune sur leurs préoccupations. Suivant le reportage de Mohamed Nama Keita pour plus de détails. Ils étaient des centaines à répondre au rendez-vous ce mardi à la rupture collective Sunkalo Solidarité sur le terrain de la commune 3 pour échanger avec les ministres en charge de la jeunesse dans le ministère Kakene. Si le temps a un peu fait défaut mardi en commune 5 lors des débats ministériels Kakene, c'est loin d'être le cas en commune 3. Le ministre Fomba était très attendu ici. Trouver un emploi, voyager légalement à cause des erreurs ou incohérences sur leur document d'identité. Quel message le gouvernement adresse-t-il concrètement? Et je pense qu'il est important dans ces cas de figure que les acteurs des associations qui sont proches de la communauté et qui donnent les informations soient en harmonie avec ce que l'État fait. Et en harmonie, c'est d'avoir les informations qu'il faut pour pouvoir mieux les transmettre au niveau de la communauté. En réponse à sa question de savoir qu'est-ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui pour leur communauté. Dans la commune 3, la Chambre d'agriculture, chaque année, on me voit agricole. Ce qui fait cette année, depuis l'année dernière déjà, il y a eu quelques réponses. Je pense qu'on aurait pu en avoir davantage. Aujourd'hui, pour répondre à l'appel du président de la transition, je pense qu'on a besoin d'une masse critique de jeunes qui aujourd'hui peuvent se lever, être au front et défendre aujourd'hui leur communauté, poser des actes positifs. Puis les échanges ont été très fructueux et je ressors très satisfait. Nous sommes satisfaits par rapport à la venue du ministre, car les jeunes ont échangé avec lui à bâton rompu. Chacun en réalité a posé les problèmes le concernant, surtout sa communauté. Les débats ministériels Kakene terminés en commune 3, le périple Sunkalo Solidarité se poursuit ce jeudi en commune 1. AES Actualité, le Premier ministre burkinabé était face aux députés de l'Assemblée législative de transition pour son exposé sur la situation de la nation. C'est un exercice constitutionnel qui a permis au chef du gouvernement de présenter l'action de l'exécutif burkinabé en 2024. Il a tout d'abord rendu hommage aux forces armées qui se battent pour la reconquête du territoire burkinabé. Yarkiteda. Manque de moyens matériels et humains. Maillage inadéquat du territoire, antagonisme, faiblesse des services de renseignement, le Burkina Faso avait mal à sa sécurité. Il a eu donc besoin d'une réforme profonde pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. Et en 2 ans, les acquis engrangés en termes de réorganisation de l'armée, d'équipement et d'armement sont inédits, déclare d'entrée le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés. Et de milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Quant au maillage sécuritaire du territoire, de nombreuses infrastructures de sécurité ont été construites ou réhabilitées. Cela a été possible grâce à l'engagement sans faille du peuple burkinabé qui a contribué en 2024 à hauteur de plus de 175 milliards de francs CFA dans le fonds de soutien patriotique. Le Burkina Faso est dans la dynamique de développer une industrie de défense, une expertise nationale pour se libérer des blocus, souvent connus en matière d'acquisition d'armes, pour affirmer sa souveraineté militaire et de faire efficacement face à l'extrémisme violent. Aujourd'hui, l'armée burkinabé dispose d'une expertise avérée dans la maintenance, la rénovation et la fabrication de matériel et d'équipements militaires. À côté de la guerre menée et des actions de sécurisation, le Burkina Faso associe la réponse à la crise humanitaire avec comme axe majeur l'appui aux personnes déplacées internes en vivres et d'autres produits de première nécessité. Ainsi,
Une assistance alimentaire a été apportée à près de 2 millions de personnes vulnérables et 108 000 ménages ont bénéficié d'articles ménagers essentiels. Des appuis en logement et abris d'urgence ont été apportés à 23 000 personnes déplacées internes et à plus de 45 000 ménages vulnérables. Un autre axe non des moindres dans la résorption de la crise humanitaire, c'est la redynamisation des économies locales et l'autonomisation des populations affectées. En faveur de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, près de 91 000 personnes ont bénéficié de crédits pour le financement de leurs activités. 30 000 femmes appartenant à des organisations féminines ont été dotées en technologie et matériel de production, de transformation et de conservation de produits agro-silvopastoraux. L'année écoulée a également été marquée par la bataille pour la réouverture des formations sanitaires et des écoles dans les localités jadis sous blocus terroriste. Plus de 1400 structures éducatives ont été réouvertes. Environ 400 structures éducatives ont été délocalisées. 1700 espaces temporaires d'apprentissage ont été réalisés. La réouverture de plus de 200 formations sanitaires, de la création de 60 postes de santé avancés, du déploiement de cliniques mobiles dans les 13 régions du Burkina Faso, du recrutement et du déploiement de 15 000 agents de santé à base communautaire. Le gouvernement combat également les discours haineux ainsi que la stigmatisation des communautés. Les exécutifs œuvrent à la cohésion sociale et au vivre ensemble. C'est en cela que le Premier ministre salue les dépositaires des us et coutumes, les notabilités religieuses qui jouent un rôle important dans ce sens. Et au Niger, signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Niger et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la réalisation d'un laboratoire moderne d'analyse d'eau et la modernisation de 7 autres laboratoires régionaux, Amadou Oumarou et Askou Djibrila. Ces poignées de main symbolisent la signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Niger et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Les techniques nucléaires nous aident à faire beaucoup de choses, entre autres la possibilité de déterminer la qualité, la nature, l'usage de l'eau. Une question qui est capitale pour un pays de caractéristiques géographiques et climatiques du Niger. Donc pour nous, faire ce travail-là, vous permettre de faire une gestion de l'eau plus amène à collaborer avec les activités économiques du pays, c'est indispensable. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Mezama Abdoulaye, a souligné l'importance pour le Niger de disposer d'un tel laboratoire de dernière génération, car le pays dispose déjà d'importantes ressources en eau souterraine et de surface qui constituent le socle de son développement socio-économique. Ce potentiel en ressources en eau est aujourd'hui confronté à toutes sortes de menaces. L'idée de doter le Niger d'un laboratoire moderne d'analyse des eaux et la modernisation de 7 laboratoires régionaux est plus que vitale. La réalisation du futur laboratoire de référence d'analyse d'eau intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, PISEN, financée par la Banque mondiale. L'ORTM vous invite à l'enregistrement de l'émission Guélécan demain à 9h30 au Palais de la Culture. Cheikh Oumar Sangaré reçoit économistes, historiens et autres défenseurs des droits des consommateurs pour parler du fonds de soutien patriotique et l'émission est publique. L'ORTM et le monde de la culture en deuil. Maurice Soumano nous a quittés ce jeudi 13 mars 2025 à l'âge de 73 ans. Il a été accompagné en sa dernière demeure cet après-midi par ses amis, ses collaborateurs, une famille durement éprouvée. Il était créateur et animateur de plusieurs émissions culturelles, dont la plus célèbre est l'émission Terroir. Youssouf Diakité, Abdul Salam Bambara et Alou Bekone.
Célèbre animateur et chroniqueur en langue nationale, Maurice Soumano, un véritable défenseur de nos coutumes et valeurs traditionnelles, s'en est allé ce vendredi 14 mars 2025, laissant derrière lui une famille, des collaborateurs et un monde professionnel inconsolable. Il était âgé de 73 ans. Ses collaborateurs retiennent de lui. On a fait tout le Mali. Maurice, c'est un monsieur, il est très rigoureux dans le boulot. Je n'ai même pas de mots pour définir la grandeur de cet homme, parce que au-delà de la culture, au-delà du tout, il avait le réparti pour tout et la réponse à tout. Et il suffit, derrière un sourire simple, Maurice savait décanter une mine. Ce que Dieu fait est bon. Maurice nous quitte, répondant à l'écho de son destin. C'est une grande perte. C'était un maestro de l'animation. Et en Bamana, il savait décanter toutes les situations. Originaire de la grande famille des griots du cercle de Kita, village de Kokofata, Maurice Soumano a d'abord enseigné avant de s'orienter vers le monde de la communication. Et Maurice est un patrimoine national, voire international. Il n'appartient plus à une famille, mais il appartient à l'humanité. Que son âme repose en paix. Maurice Soumano, c'est 37 ans d'engagement patriotique au service de la nation. Radio Mali, devenu aujourd'hui ORTM, c'est ce qui lui a valu la médaille du mérite national. Maurice, il représente non seulement un collègue, un ancien collègue, mais aujourd'hui on a une association, l'association des anciens de l'ORTM, qui ne tient que par Maurice Soumano. C'est lui qui vient, c'est lui qui nous réunit. Tu es absent 2, 3, 4 fois. Maurice est la première personne qui dit telle personne, on la voit plus, il faut tout faire pour qu'elle soit là. Maurice, c'était un conseiller à moi, c'était un père à moi. Et ça a été un grand conseiller. On a fait la musique du terroir ensemble. Pendant 10 ans, on a pu filmer les us et coutumes des traditions maliennes. C'était un moment très important et des données qu'on a aujourd'hui archivées et qui représentent la culture malienne. Maurice, je l'ai connu depuis 1978. J'étais bleu, je partais à l'école, je venais à l'ORTM. Maurice est venu de Guélénikoro. Il était enseignant. Il est venu. On a commencé à animer ensemble dans la joie, dans la gaieté. Donc, bref, c'est pour vous dire que c'est une immense perte pour tout le monde, pour tout le Mali, pour toute l'Afrique. Je garde de Maurice un bon souvenir, un bon collaborateur. Maurice a toujours été gentil avec les travailleurs de l'ORTM, surtout nous les femmes. Vous vous souvenez, l'élection Miss ORTM, Miss Aoulaba, c'est Maurice qui nous entraînait. Il avait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2014. Après un temps de repos, passionné de son travail, il a repris du service en signant un accord avec l'ORTM pour l'animation d'une émission mensuelle intitulée En nous en français. Le Mali perd un grand homme de culture. Maurice, vraiment, c'est quelqu'un, Nina Djera, dans les social, il est imbattable. La disparition de Maurice Soumano est une perte énorme pour la culture malienne. Et l'ORTM perd un grand homme, un commis de la radio. Au nom du personnel, au nom du syndicat, au nom de l'administration de l'ORTM, nous présentons nos tristes condoléances. ATT m'a fait une confidence un jour. Il dit, vous savez, parmi toutes les émissions de l'ORTM, celle que je ne veux pas du tout rater, c'est l'émission de Maurice Soumano, le terroir. Il dit, quand je suis le terroir, je comprends que dans le terroir, ils sont en bonne santé. Il dit, je comprends à travers cette émission qu'il y a l'unité dans le village. Ce message, si je dois l'avoir à travers un rapport, je ferai 3 mois. C'est pourquoi, au nom du gouvernement du Mali et l'ensemble des autorités de la transition, le ministère de la Communication présente les condoléances de la nation à la famille de l'illustre disparu. Nous venons de perdre Maurice Soumano, qui est aujourd'hui un baobab de la culture malienne, qui n'est plus à présenter. Je suis là au nom du ministre Alhamdou Aguilien pour présenter condoléances à sa famille, éplorée, à ses proches, à ses collaborateurs de l'ORTM, mais aussi à l'ensemble du peuple malien. Il a travaillé toute sa vie à valoriser cette culture malienne-là. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être là aux côtés de sa famille et de ses proches collaborateurs
pour leur témoigner vraiment toute la sympathie du département, de leur département de tutelle, mais surtout de l'ensemble du gouvernement. Dorzampé Mouri au cimetière de Kalabankoura. Mission accomplie. Et oui, une grande perte pour l'ORTM. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, disait un écrivain. Qu'en est-il d'un journaliste, animateur, faiseur d'opinion? La question se pose désormais avec la disparition du célèbre animateur, producteur d'émissions Maurice Soumano, qui a définitivement jeté le micro pour un repos éternel. Sori Ibrahima Keïta rend hommage à ce baobab. Te bonyana saya ma ni ma banalima ibita talima saya nana nofe alamisa do. Toi aussi Maurice Soumano. Oui, toi aussi. Avons bien et volontiers le droit de nous interroger ainsi, car tu as toujours fait croire que tu étais éternel et donc invincible par la mort. Conviction si forte en toi qu'elle avait fini par être contagieuse pour des millions d'auditeurs et de téléspectateurs, surtout du monde rural ou paysan, du monde culturel que tu as servi à bœuf que punch, des intérêts et loyauté. Aujourd'hui, ta disparition jette plus qu'une douche froide, le froid sur tes fans qui ne perdent pas que leur latin et grec, mais l'usage même du langage pour exprimer leurs émotions et leurs douleurs. Ansu, shinyana kono, menyana kono ote shinyana kono denta, non te shukurbara. Ode ato machine yere tumbe nyinga shinoko doninga a willa. Otma au munu fana ni chamani dako ya ni Maurice Soumano botma che atanya ko. Cet enseignant de formation devenu animateur vedette self-made man avait un parcours académique qui le prédestinait à l'enseignement. Le 4 septembre 1975, il sort maître du premier cycle de l'école de formation professionnelle et admis au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, CAP. Il est mis au service du ministère de la Jeunesse et des Arts et de la Culture, puis au ministère de l'Information et des Télécommunications en septembre 1979. Il obtient un certificat de perfectionnement en communication de masse en Égypte en mai 1988 et intègre le corps assistant de presse et de réalisation. 16 décembre 2000, il est affecté à la télévision nationale. 2009, diplômé de l'Institut de gestion et de langues appliquées, IGLAM, option communication journalisme. Homme de radio d'abord, avec de célèbres émissions comme 8-10, puis vedette de télé ensuite avec Terroir ou Un. Et toujours faiseur d'opinion, avec souvent de multiples flèches à son arc. Animateur, producteur, griot, comédien, médiateur, on appelle cela en bamanan Tchekele Yelema Bolo Chaman. Statut qui lui a permis d'éteindre de nombreux incendies qui risquaient de perturber l'équilibre, sinon l'existence même de la nation. Les portes closes, même cadenassées, en tout cas pour la plupart, n'avaient aucun secret pour lui, notamment celle des chasseurs, du monde rural, des politiques ou administratifs, des plus casaniers. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle, disait le penseur. Avec la disparition de Maurice Soumano, incontestablement, c'est une carte mémoire essentielle de l'ORTM et du Mali qui s'efface. Comme le dirait l'autre, Moria Kokeboy.
Il s'en est allé discrètement en pleine nuit. Comme pour dire, j'ai pleinement joué ma partition, à vous d'assurer la relève, à vous d'honorer ou de trahir les défis de votre génération. On retient de lui un homme affable, un homme de culture et surtout un père et un grand-père pour les jeunes de Bozola, la maison ORTM. Il laisse un vide difficile à combler, mais ses actes restent à jamais dans nos mémoires. Moussa Papa Idara. Il est de ces personnes qui laissent une place indélébile dans les cœurs de par leur présence mais aussi par leur absence. Tonton Maurice Soumano en est la parfaite illustration. Pardon, j'allais dire Benoro Mori. Il n'y a pas Maurice Soumano. Non, mais tonton quoi, il n'a pas de fille. Mais mon été sur tonton. Non, voilà, très bien. Et il dernier parce que Hakili. Tonton. Benoro Mori. Voilà, et ton gagne photo fananyana. Nous ka fait nous sigilendo fana ka don. Fendo be en yere de be ka tunu. Ete ka korendo la bosi san. Fo ni ngo ke jaki fana te 600 demseni. Kodi? Mais tonton fana te kuma jugé. On ko juguman baté. Mais Allah me ka korodo. Koro to en. Ay do nga koro fo. Akoro mai. Bi mo ay bi deun te gagner do boro kono. Bi deun te gagner do boro kono fi kala bodi. Benoro Mori. Grâce à son engagement social, il a créé un environnement de travail où chacun se sent valorisé et encouragé à donner le meilleur de soi. Son impact ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en sourires. Sans secret, un humour à toute épreuve, mais derrière ces blagues bien placées, il y avait surtout un véritable esprit de sagesse et de solidarité, toujours prêt à écouter, à encourager et à donner un coup de main. Mori sait que le travail est plus productif quand il est fait avec une dose d'humour. Grâce à lui, on a appris que l'efficacité n'exclut pas la bonne humeur et que la réussite collective passe aussi par ces petites attentions qui rendaient notre quotidien plus léger. Qui donc pour combler ce vide? Tonton Mori ou Benoro Mori, tes cadets, j'allais dire tes enfants à Bozola sont orphelins. Nous te disons merci. Tu as voulu imprimer ta marque à cette année décrétée année de la culture. Mais hélas, la pilule est tout simplement difficile à avaler. Et oui, aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer, Benoro. Oui, c'est comme ça que la jeune génération l'appelait. Tu étais un véritable repère pour cette génération. Au quotidien, il nous faisait rire, un véritable papa pour nous tous. En plus d'être ce papa gentil et aimant, tu étais très généreux et très sensible. Il restera de toi ce que tu as donné. Merci pour ce moment de joie, merci pour les conseils et merci d'avoir été ce papa pour nous tous. Dors en paix, tonton Van, que le Tout-Puissant t'accueille dans son royaume éternel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous.